Bonjour et bienvenue sur Polysoutien, le podcast qui prend soin de vos amours. Nous faisons aujourd'hui la connaissance avec Laetitia. Laetitia fait partie de ces personnes qui ont découvert la polyamorie sur le tard, alors qu'elle se plaisait initialement aussi bien dans une relation exclusive. Aujourd'hui, elle va nous raconter comment une tournure inattendue dans son mariage a finalement débouché sur une révolution relationnelle. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir ce podcast, vous pouvez faire un don sur mon compte Patreon. Vous trouverez pour cela toutes les informations en description. Je laisse maintenant la place à Laetitia. Restez à l'écoute. Bonjour Laetitia. Bonjour. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, s'il te plaît? Je suis Laetitia, je suis maman, féministe engagée, poly, on va dire depuis 6 ans. Voilà. D'accord. Alors, commencer par la question rituelle du départ. Est-ce que tu te souviens de ton souvenir sentimental le plus ancien, la toute première fois où tu t'es senti en crush envers quelqu'un? Oui, c'était quand j'étais très très jeune. J'avais un amoureux dans la classe et on était plusieurs amoureuses dessus, mais ça me posait pas du tout de problème à l'époque. Voilà. Après, comme tout amoureux de bac à sable, on va dire, ça c'est venu, c'est reparti. D'accord. Quelle était ta vision de l'amour pendant toute la partie de l'enfance, école élémentaire, maternelle, tout ça? Alors, je t'avoue que à l'époque, c'était pas une question pour moi. Après, j'ai eu une éducation assez restrictive, on va dire. Je sais pas comment exprimer le fait que ma mère dénigrait énormément les hommes, que voilà, c'était très très compliqué d'avoir une vision saine de beaucoup de choses avec une éducation qui rabaissait énormément tout l'engagement amoureux. Comment s'est passée toute ta scolarité, école élémentaire et maternelle inclus? Alors je dirais que j'étais plus côté un peu associable et je me focalisais sur mes études, enfin sur l'école. D'un côté, j'avais que cette directive qu'il fallait absolument travailler, travailler, travailler. Et c'est vrai que j'ai pas vraiment de souvenirs d'amoureux pendant une énorme période. Euh, J'étais tellement sur mes devoirs, voilà, je me posais pas de questions à l'époque. Tes parents, donc, qui te mettaient cette pression, j'imagine? Oui, ma mère me mettait énormément la pression. Fallait absolument que je fasse des longues études pour avoir un vrai métier, pour pas finir comme elle. Et puis j'avais son éducation de tous les mecs c'est des connards. Tu verras, ils te briseront le cœur, ça c'est que des salauds, voilà. Ok. J'ai eu vraiment une éducation alors elle se revendiquait féministe mais j'ai découvert depuis que c'est pas ça le féminisme. Ouais, dénigrer les autres bah c'était pas non plus ce que je recherchais non plus. Mais j'ai vraiment baigné dans cette ambiance pendant toute mon enfance et ma crise d'adolescence, on va dire, a été de me détacher de cette vision de ma mère. Ouais, on parle de crise d'adolescence, mais finalement, c'est surtout grandir, en fait. Oui, couper le cordon et se faire sa propre image de la vie, son propre chemin et choisir du coup à ce moment-là qu'est-ce que t'as envie dans ta vie, que ça soit que ce soit pour tout, parce que ma mère avait un peu décidé de mon orientation, que ça soit ma mère ou mes profs, ils avaient décidé pour moi. Et, euh, et vraiment à la fin de l'adolescence, j'ai fait une sorte de petite crise d'adolescence en mode non maintenant c'est ma vie qui se profile, donc je vais décider pour ma vie et j'ai tout cassé, on va dire. J'ai changé totalement de tout ce qu'ils avaient prévu pour moi. D'accord.
Donc tu entres au collège, comment ça se passe au collège? Au collège, très très mal. Je rentre au collège, j'avais l'impression d'être encore une toute petite fille, voilà. Je découvre ce que c'est le harcèlement, vraiment tout ce qui est un peu négatif. Je me mets à être phobique scolaire, mais à l'époque, en fait, c'était pas du tout reconnu et ça allait en cours quand même. Du coup, je suis rentrée dans une sorte de boucle infernale de plus j'angoisse, j'échoue. Plus j'échoue, plus j'angoisse, plus on me harcèle et plus je m'isole, plus je me dévalorise, et etc., etc. Et quand t'es dans une boucle comme ça, c'est pas vraiment facile de s'ouvrir aux autres et de voir autre chose de la vie. Le collège n'a pas vraiment été ma meilleure période, on va dire. Je crois que ça a été assez assez dur comme passage. Franchement, ça m'a beaucoup formé, on va dire, mais il faut beaucoup de recul. Et du coup, ton rapport aux sentiments à cette époque? Ça n'a pas dû être facile. Partie sentimentale, en fait, le seul moment où j'ai voulu un petit peu, je vais dire la phrase être comme les autres, je me suis enfin ouvert à un des garçons qui était pote avec moi et ça a tout flingué. Juste lui ai exprimé le fait que je l'appréciais beaucoup, que pas même le fait de sortir ensemble ou quoi que ce soit, juste lui dire que ouais je l'appréciais beaucoup et tout et que je me faisais un petit peu des films mais quand même et ben ça a tout cassé ça. Donc du coup je me suis dit bon bah quand j'exprime mes sentiments et ben ça fait tout flinguer la situation donc je me suis énormément renfermée pendant tout le collège. Ouais, et puis c'est l'erreur aussi, des fois, quand on souffre, de se dire ce sera toujours comme ça. C'est exactement ce que je me suis rendu compte mais bien plus tard. Mm. Bon après c'est aussi ce que j'ai réalisé c'est que au collège c'était pas vraiment la période j'étais pas dans une période favorable, que ça soit social, tout en fait. J'avais vraiment toutes les épreuves qui m'étaient un peu tombées sur le coin du nez et du coup, voilà, je prends maintenant le recul de me dire c'était pas le moment. C'est de partir remise, espérons. Oui. Tu te diriges vers le lycée, comment s'est passé le brevet? Le brevet, le brevet, en fait, j'ai réussi mon brevet haut la main, or que du coup, les profs voulaient absolument me faire redoubler. Pour eux, j'étais pas prête pour la seconde et moi, je voulais absolument passer en seconde générale. Et c'est ce que je t'expliquais. Ma mère a vu avec les profs sans me concerter. Ils se sont dit ouais non, on la fait redoubler et puis on la mettra en BEP compta. Ce qui était pas du tout mon objectif. Je pense qu'à l'époque, je voyais la compta comme le pire choix que j'aurais pu faire. J'étais déjà pas fan à l'époque et petit à petit en fait bah, j'étais obligée de d'y aller et ça a été vraiment la pire période de ma vie. Le début du BEP a été très dur parce qu'en fait il se faisait pas sur ma commune où j'habitais, donc j'ai dû déménager en prenant un studio d'étudiants et tout ça, enfin pour le début du lycée. J'étais totalement un peu perdue dans cette nouvelle ville. J'étais perdue dans ce nouveau lycée que je connaissais pas du tout. Et j'ai essayé de m'ouvrir aux autres. Ça allait, franchement. On va pas dire que c'était pas comme le collège, ça allait. Mais je me sentais pas à ma place. Mais c'était par rapport à la compta. La compta me plaisait pas du tout. Et mais le reste, la classe et tout ça, ils étaient cool, ça allait. J'ai découvert à ce moment-là que le harcèlement, c'était pas la norme. J'ai découvert ouais, vraiment au niveau du lycée que en fait bah, les autres pouvaient être cool sans être vraiment amis, que en fait on pouvait ne pas se moquer en fait de moi et qu'on pouvait enfin je pouvais m'ouvrir aux autres sans avoir le bâton qui me tombe dessus juste après.
Donc le lycée, je me suis un peu de plus en plus ouverte jusqu'à mon bac où clairement là c'était vraiment mieux de vraiment en termes sociabilité, c'était beaucoup mieux. Donc j'avoue c'était un peu les meilleures années de d'études, on va dire, où j'ai découvert aussi tout mon potentiel que je pouvais faire de moi-même. Et donc, dans cette partie que tu n'appréciais pas follement, tu y restais combien de temps? J'y suis restée quand même 5 ans. Est-ce que la sociabilisation que tu avais gagnée dans ce Oui, nouvel établissement, est-ce que ça compensait le fait que tu n'étais pas là où tu voulais? oui, clairement. J'avoue que le fait que les profs étaient cool, que les élèves étaient cool, ouais, il y avait une toute autre ambiance, beaucoup plus saine en termes de cours, que entre élèves on s'entraidait, que même pendant les devoirs, les profs nous contraignaient pas à s'entraider en fait, même pendant les examens. Ça a fait qu'il y avait une telle ambiance beaucoup plus décontractée que je me suis autorisée à ce moment-là à être moi-même et à découvrir que je pouvais être moi avec les autres, sans être un masque. Donc, tu fais tes 5 ans d'études, t'obtiens le diplôme ou pas? Oui, avec mention. Oh, ah. Ah ouais, ça me plaît pas, mais j'avais enfin pour moi c'était pas une option de ne pas réussir. Ouais. Fallait absolument que je réussisse pour pouvoir m'en échapper. Il fallait que pour pouvoir faire ce que je voulais et surtout partir sur autre chose, prouver aux autres que en fait ce domaine-là n'était pas du tout mon domaine et que j'aurais très bien pu faire autre chose. Et surtout, je voulais le prouver à ma mère parce que pour elle, bah non, j'avais trop de difficultés en maths, j'avais trop de difficultés. Et du coup, vraiment au niveau du bac, je me suis mis un peu en opposition à vouloir lui prouver que je pouvais. Et donc j'ai, on va dire, énormément bossé pour obtenir la meilleure des notes. Du coup, tu Je sors, sors du bac. voilà, tu sors du bac, tu te diriges vers quoi? À ce moment-là, je voulais absolument changer de voie. Je voulais partir sur ambulancière, retrouver ce qui me faisait vraiment kiffer parce que j'étais déjà secouriste en bénévole et je trouvais que j'étais beaucoup plus heureuse sur mes postes de secours, sur le besoin d'être utile aux autres, aider les autres. Donc, je voulais absolument faire ma voie là-dedans. Et après, tout plein de collègues m'ont conseillé de ne pas aller dans l'ambulance parce que c'était un milieu très exploité, qui avait, vu qu'en fait j'avais beaucoup d'amis qui étaient ambulanciers, ils m'ont tous dit on peut pas te souhaiter d'aller dans un milieu qui maltraite. Donc ils m'ont tous dit essaye de trouver autre chose, beaucoup mieux pour toi. Bah, du coup, Donc, tu je fais me quoi? suis posée pendant 1 an. J'ai fait une année sabbatique à me poser vraiment la question de qu'est-ce que seraient mes valeurs, qu'est-ce que j'aurais besoin pour faire un métier qui me plaît, et du coup, quelles études me permettraient de le faire. Et je me suis rabattue à cette année-là sur psychologie, parce que j'aimais énormément comprendre le mécanisme du cerveau à pourquoi en fait les gens agissent de telle ou telle manière. Et je me suis lancée. Je me suis inscrite à la fac au bout de l'année et du coup j'ai repris le chemin des études. J'ai fait ma première année de fac en psycho, option sociaux et et je l'ai redoublé parce que du coup à l'époque je ne voulais pas du tout voir certains de mes troubles parce que j'ai découvert bien plus tard que j'avais on va dire un trouble de l'attention, on va résumer comme ça, mais j'arrivais pas
et j'arrive toujours pas à bien retenir les noms des théories, voilà, j'ai un gros problème avec les noms. Et du coup, ça m'a mis en échec pour la fac de psycho. Et t'as quand même réussi à retenir le nom des théorèmes mathématiques? Ou alors tu les appliquais sans connaître le nom? Alors, fallait les mathématiques, c'était pas pareil. Je trouve que les mathématiques, ça vraiment, c'est une logique différente que tout ce qui est sociologique. Oui, et puis C'est quelque part, vraiment je me suis corrigé moi-même, puisque mm, en vrai, pour appliquer des formules de mathématiques dans les exercices, en fait, tu reconnais quand on a besoin. Et le fait de ne pas se oui, souvenir de leur nom, le fait que tu appliques le théorème de Pythagore, tu t'en fous que ça s'appelle Pythagore du moment que tu le fais. c'est ça. Et ça a été toujours un de mes gros problèmes. Je me souviens de quand même l'anecdote. Il comprenait pas pourquoi j'arrivais pas à retenir les prénoms de ceux qui étaient dans ma classe. Et à l'époque, je me disais, mais je sais pas, il y a peut-être qu'en fait, je les trouve pas assez intéressants, donc du coup, je retiens pas leurs prénoms. En fait, non, c'est juste que j'ai jamais vraiment réussi à retenir les prénoms. Les Alors moi, c'est, prénoms, les noms, je me reconnais dans ce que c'est tu très dis dur. là. Ouais, je me reconnais dans ce que Mm. tu dis là, parce que sans aller jusqu'à ne pas retenir aucun prénom, il m'est arrivé à plusieurs occasions, en fait, d'avoir quelqu'un et un. Bah, en fait, ça arrivait deux fois et les deux fois de la même façon. C'est-à-dire que j'ai une personne, j'ai un prénom qui n'est pas le bon, qui s'impose dans ma tête, et après, c'est impossible de retenir le vrai. Ça, je me rappelle d'un mec dont je n'arrivais pas à enlever le prénom en Rémi dans ma tête. D'ailleurs, tu peux voir que je l'ai encore. Et je ne sais pas Mm. quel était son vrai prénom. Pourtant, c'était quelqu'un que j'appréciais, on était potes. Et à chaque fois, régulièrement, je redemandais son nom, son prénom. Et un jour, il m'a dit, si t'es pas capable de retenir mon prénom, c'est qu'on n'est pas amis, en fait. Donc, et il m'a laissé tomber comme ça. Et j'avais aussi la petite sœur d'un pote avec qui j'aurais pu devenir ami parce qu'elle était cool. Mais à force que je lui demande comment elle s'appelait, bah pareil, au bout d'un moment, elle m'a catégorisé dans le connard qui se rappelle jamais comment je m'appelle et puis bon voilà quoi, elle a lâché l'affaire. Donc ouais, je me reconnais dans ce que tu dis, peut-être à moindre échelle, mais je reconnais. Mm. Moi, j'ai toujours développé une énorme stratégie de l'adaptation. Depuis toute petite, j'ai un problème pour retenir les noms. Et ben, du coup, je mets des surnoms. Bon, c'est aussi la stratégie de mon père, vu qu'il a le même problème. Et j'avais vu que, bah, donner des surnoms aux gens, bah, ça passait bien. Surtout s'ils étaient assez flatteurs. Et du coup, en fac de psycho, la prof de socio me le fait remarquer en mode bah que c'était tellement important dans l'éducation de la fac de psycho que du coup j'allais rencontrer énormément de soucis pour aboutir à ma fac de psycho et du coup elle m'a conseillé de d'arrêter. Donc j'ai arrêté au bout des 2 années parce que j'avais quand même redoublé et au bout des 2 ans elle m'a conseillé vraiment de. Alors elle pensait que c'était lié à un traumatisme et du coup elle m'avait demandé de faire une psychothérapie. Et la psycho que je suis allée voir en a rigolé en me disant mais non pas du tout, c'est pas forcément lié à un traumatisme si on retient pas les noms. Et en même temps, elle t'a conseillé d'aller voir quelqu'un et ça c'était intelligent. Oui, c'est vrai que bah en fac de psycho, j'ai découvert tout un monde aussi extrêmement bienveillant. Les profs qui venaient en soirée avec nous. Alors moi, j'étais pas très très soirée, mais du coup, ils avaient aussi très bien cerné mon mode de fonctionnement et ça posait pas de soucis à l'époque. Mais juste que oui, j'ai eu un énorme down sur ma fac et du coup, trop de monde a fait ressortir mon agoraphobie, qui fait que du coup, j'avais énormément du mal à faire les cours avec trop de monde. Ça me demandait trop d'adaptation. Donc du coup, comment ça se termine cette période fac de psycho? Ça se termine, je dirais, assez bien. J'étais un peu blasée parce que du coup, je me disais que mon projet de devenir ergothérapeute était un peu entaché. Mais tout le monde m'avait dit que en fait, on pouvait faire tellement d'autres métiers et tellement d'autres
manière que en fait je pouvais trouver autrement d'autres métiers qui me plairaient. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que je me suis d'abord plongée dans de l'intérim et avec l'intérim, ça m'a ouvert d'autres portes et que du coup, j'ai découvert d'autres manières et j'ai créé ma vie comme ça sans vraiment passer par les études. J'ai développé mon chemin à moi. Et donc derrière, tu vas vers quoi du coup? Alors après la fac, je suis devenue chargée de clientèle après avoir fait de l'intérim. Mais chargée de clientèle me plaisait énormément parce que j'étais au service des autres. Dans quel genre de boîte? J'étais dans une société de sous-traitants d'Orange. D'accord. Quand on m'a pas renouvelé mon contrat, on m'a dit vous êtes pas là pour aider les gens, vous êtes là pour vendre. Ouais, je suis pas surpris. Et du coup, je leur ai répondu bah si c'est ça votre politique, je suis pas au bon endroit. Donc c'est très bien qu'on s'arrête là. Et j'étais persuadée qu'à l'époque, je pouvais trouver un autre boulot qui me permettrait de faire du service client et en même temps d'aider. Non, qui sont tous comme ça. Et et en fait, ouais, c'est ils sont tous comme ça et du coup, en fait, petit à petit, je me suis vraiment dit bon bah soit je suis pas adaptée à la société, soit c'est pas mon domaine de compétences. Donc du coup, je me suis encore reposé énormément de questions, surtout à une période où il y avait vraiment plus de boulot à l'époque. Ouais. Donc grosse remise en question, mais ça m'a permis de d'avoir ma première fille, vu que je suis tombée enceinte à l'époque de mon mari, vu qu'on on s'était mariés. Je suis tombée enceinte le mois d'après le mariage. Euh, et du coup, bah, pendant cette période de chômage, ça m'a permis d'avoir ma grossesse tranquille et de me poser un petit peu les bonnes questions. Malheureusement, j'avoue que bah voilà, j'ai eu la mésaventure, on va dire que ma fille était malade, elle avait la myotrophie spinale de type 1 et à l'époque, il y avait pas de traitement, donc j'ai pu accompagner ma fille dans sa courte vie, mais après son décès, j'ai eu besoin de renouveau, de repartir à zéro, mais vraiment tout changer. Et c'est ce qu'on a fait. On est parti, on a changé de religion, on a changé tout. On a tout changé et on est reparti de zéro dans notre nouvelle région. Donc à ce moment-là, tu quittes le milieu des hotlines. À ce Ouais. moment-là, tu es marié, tu viens de perdre un enfant Mm. et tu te diriges vers le sud de la France, c'est ça? Je me trompe? Oui, ça dépend de d'où tu es, mais je me dirige dans mes montagnes natales et pour moi qui me permettait de me ressourcer, je me suis aperçue qu'il fallait absolument avoir dans sa vie des ressources, hein, des moyens de pouvoir se remonter le moral sans vraiment voilà, fallait me trouver des ressources. Donc du coup pour moi mon moyen très facile c'était les montagnes. Donc je suis repartie dans ma vie dans mes montagnes natales et du coup j'ai changé totalement aussi de métier. On m'avait proposé un métier qui me paraissait adapté. Enfin l'opportunité qui arrivait comme ça, un peu tombée du ciel, on va dire, c'était de devenir conductrice de car. Et pour moi, ça rassemblait un peu tous mes petits kiffs. C'était aider les gens et en plus conduire, ce que j'adorais. Donc du coup, je suis devenue conductrice de car et je me suis plongée dans cette nouvelle vie sans vraiment me poser plus de questions. Et du coup, en fait, ouais, avec cette nouvelle vie, je me suis un peu investie à vouloir bah, tout rebâtir dans notre nouvelle région,
Voilà, j'étais vraiment investie dans mon nouveau boulot. Je voulais reconstruire notre famille. Et c'est en plein milieu de mon DPI, donc diagnostic préimplantatoire, que du coup j'ai découvert que mon mari m'avait trompée. Et au lieu de vouloir tout détruire, toute notre relation, tout notre passé, enfin, et du coup de devoir, on va dire, détruire ma vie actuelle, j'avais l'idée de vouloir peut-être essayer de mieux comprendre et de pas, ouais, vraiment pas détruire notre vie et nos sentiments, et de m'ouvrir à cette idée de vivre juste autrement l'amour, et voilà, et de faire en sorte que tout le monde soit heureux. Le petit rêve de petite fille, que le monde entier soit heureux, c'était un peu ça. Donc je me suis ouverte à cette idée. Quand on en a reparlé tous les deux, on a parlé du poly, on a parlé de ce que ça impliquait. Il m'a fait découvrir la communauté poly, ce qui m'a aussi permis de du coup me poser des questions sur moi-même, et de m'accorder aussi moi à m'ouvrir au poly. Chose inattendue, que j'ai un peu découvert ça en ayant un énorme crush sur le conjoint de la personne avec qui mon mari m'avait trompée, et que pareil pour elle, enfin ça a été le gros chamboulement. Et du coup je me suis ouvert au polyamour comme ça, et j'ai découvert toute la communauté poly qui m'a permis de me poser les questions sur notre fonctionnement, sur toute notre vision de la vie, enfin de la vie amoureuse, que je trouve très 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 intéressant de se poser vraiment les bonnes questions, au lieu de tout détruire et de refaire les mêmes erreurs. C'était très intéressant, les points de vue du consentement, le point de vue de respecter l'autre. Donc du coup c'était très intéressant cette ouverture, ce qui m'a énormément permis de reconstruire ma vie d'une autre manière, mais je l'ai reconstruit au final, parce que du coup malgré plusieurs relations, on va dire d'ajustement, j'ai vécu plusieurs relations assez difficiles, mais qui m'ont permis de mieux me connaître, de mieux savoir mes besoins, mes limites, et mes valeurs en termes de poli, et et que du coup petit à petit j'ai réussi à établir ma vie maintenant dans ce mode de fonctionnement-là. Donc si je comprends bien, tu as découvert la polyamorie à peu près en même temps que tu t'es lancé dans cette nouvelle profession de conductrice de bus, c'est bien ça? C'est ça. J'avais déjà un petit peu commencé, mais Oui, plus ou j'avais moins, bien sûr. je crois que j'avais à peu près 2 ans d'expérience dans ma nouvelle profession. D'accord, oui, quand même. Du coup, j'avais caché au début le polyamour à toute la profession, parce que vu que c'est une profession beaucoup remplie d'hommes, pour me préserver en termes de tranquillité au travail, j'en parlais pas. Et officiellement, j'étais mariée, donc du coup, on me laissait un peu tranquille, on va dire, de ce côté-là. Ouais, c'était pour éviter qu'ils aient l'impression que c'est open bar, quoi. Alors déjà, mon côté féministe va te répondre, même si on est marié, les hommes dans certains milieux ne comprennent pas que c'est pas open bar. Même en étant mariée, je subissais quand même
les demandes perpétuelles de certains collègues qui petit à petit, en fait, plus j'avançais dans mon cheminement du polyamour et surtout de l'éducation, je dirais le mixte entre le polyamour et féminisme, parce que je trouve que c'est quand même assez lié. Mais en gros, c'est quand même le respect de l'autre. Plus je découvrais, plus je me, on va dire, perfectionnais sur ces concepts, et plus je me rendais compte que mon travail était certes un kiff de conduire mes cars, mais que l'environnement ne me permettait pas de vraiment m'épanouir. J'étais tellement entourée d'hommes machos qui considéraient que c'était open bar les femmes, que du coup j'avais ce caractère de quand même pouvoir m'affirmer, et ça a mis fin à cette carrière aussi. Ok. Tu es resté combien de temps? J'y suis restée 6 ou 7 ans. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené à arrêter? J'ai arrêté ma carrière de conductrice de car et de mon contrat suite à du harcèlement moral de ma direction, de harcèlement sexuel de collègues, le tout combiné à des conditions de travail inhumaines. J'ai décidé de m'engager à, on va dire, changer de voie tout en faisant valoir mes droits. D'accord. Donc j'ai engagé une procédure au prud'homme. D'accord. Elle est finie ou elle est encore en cours? Elle est encore en cours. D'accord. Très bien. Les résultats en commentaire. Non, je déconne. Et d'un point de vue sentimental, donc t'as eu ton mari et tu as dit que t'avais eu un énorme crush avec le mari de la personne avec qui ton mari t'avait trompé. Complet. Comment ça a évolué? Alors en fait, ça a évolué qu'au tout début, on avait établi une relation à quatre, euh, ce qui était assez un peu déroutant. Et puis petit à petit, avec le temps qui a passé, avec toutes les peurs de chacun, toutes les limites de chacun, la relation a évolué, que mon mari il a arrêté cette relation. Puis après, moi j'ai arrêté la relation avec madame pour rester finalement qu'avec mon mari et monsieur. Puis après, avec l'évolution, j'ai aussi arrêté ma relation avec mon mari. Du coup, on a divorcé, mais on reste en bons termes. Tu te sens toujours polyard malgré tout? Actuellement, oui. Je crois que en fait, le poly est dans le cœur, même si on ne le pratique pas forcément. Ma vision, c'est vraiment que le polyamour, c'est des valeurs qui sont ancrées en nous, et que c'est une façon d'aimer, pas forcément qui demande de la pratique plus régulière ou quoi que ce soit. En fait, c'est juste des valeurs liées à l'amour, liées à la conception de l'amour, liées au respect et à la liberté de chacun. Hmm. C'est des valeurs, en fait. Et moi, je pense de mon côté, mais c'est de façon complémentaire en réalité, qu'on ne peut pas désapprendre à être polyard. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a découvert qu'on peut avoir des relations plurielles, mais qu'on n'est pas obligé, c'est une possibilité, jamais une obligation, eh bien, on ne peut plus ignorer nos propres... Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu, moi, de mon côté. J'ai perdu la capacité à être dans le déni de ce que je peux ressentir envers d'autres. Donc avant, j'avais cette capacité à dire, ouais, non, c'est rien, c'est juste qu'elle est jolie, c'est ma meilleure amie, c'est ceci, c'est cela. J'ai perdu cette capacité à être dans le déni. Par contre, ça ne veut pas dire que si une relation, je sens une attirance, mais que pour des raisons quelles qu'elles soient, je ne tiens pas à la développer, je peux ne pas la développer. Mais par contre, voilà, je ne serai plus en capacité de le nier. C'est tout. Ne serait-ce qu'envers moi-même.
Effectivement, je suis tout à fait d'accord. J'ai à peu près la même vision, même si j'ai vu qu'avec certaines personnes que j'ai rencontrées dans tout mon parcours, il y en a certaines qui, avec certains traumatismes qu'elles ont vécus, arrêtent totalement et se ferment, on va dire, à cause de certaines peurs et à cause de certains traumatismes. Mais c'est leur choix en fait. C'est certes on a ouvert et on s'est ouvert à certaines valeurs, mais je pense que selon comment tu le vis et selon avec qui tu rencontres dans ce parcours, c'est plus ou moins du positif ou du négatif. Je pense qu'il y en a certains qui vont avoir eu plus de négatif et du coup ils vont l'associer le polyamour à une phase déplaisante de leur vie, euh, mais qui vont avoir arrêté en le classant vraiment juste comme phase, et d'autres qui ont quand même compris beaucoup de choses et que du coup même si on va dire on ne soit plus pratiquant, je sais pas comment le mettre plus clair, mais Je trouve que le mot est très même clair. si on le Être pratique pratiquant, c'est bien. plus, ouais, même si on le pratique plus, on continue à avoir cette ouverture et surtout on peut plus refermer la porte qu'on a déjà franchie. On a déjà connu et surtout encore plus quand c'est du positif, on peut plus fermer la porte vraiment de l'amour qu'on a découvert. Que en fait c'est universel et que globalement c'est juste par rapport à nos croyances personnelles, nos croyances limitantes ou nos propres choix de vie qu'on fait notre vie en fait. Alors, on va passer maintenant aux questions de fin de podcast. D'abord, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que t'a apporté la polyamorie dans ta vie? La polyamorie, elle m'a apporté énormément de d'amour envers moi-même en premier, parce que dans cette découverte, j'ai appris que la première des choses qu'il fallait faire, c'était d'abord de se connaître soi, connaître ses limites, connaître ses besoins, de se respecter en premier. Et du coup, dès qu'on arrivait à mieux se connaître, ça établissait des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus authentiques. Et, euh, et en fait, c'est juste du respect envers soi-même d'abord et qui permet une ouverture d'amour qui peut être vraiment extraordinaire envers plein de personnes. Mais le premier qui est vraiment important dans la polyamorie, c'est son propre amour, de s'apprécier soi pour être dans des relations saines. C'est une bonne analyse. Un Pour peu de terminer, développement perso, ça. Pour terminer, est-ce que tu pourrais me donner ta version personnelle de ta définition du polyamour ou de la polyamorie? En me plongeant en fait un petit peu dans le pourquoi du polyamour, je me suis plus rendu compte que c'est plus polyamorie. C'est une philosophie. Mon interprétation, c'est que on peut aimer à l'infini et que c'est s'autoriser et respecter chacun dans son consentement et dans sa propre vie, tout en aimant à l'infini. Eh bien, sur ce, le podcast se termine. Je te remercie d'avoir participé à cette interview et puis à bientôt peut-être. Oui, avec plaisir, Saïd.